Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h44, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et président d'Agir. Oui, bonjour Franck Riester. Bonjour Patrick Roger. Beaucoup de questions, hein, c'est vrai, sur le commerce, etc., les échanges, alors qu'il y a la reprise qui arrive. Juste d'un mot avant, avec la crise du Covid aussi, le débat s'est ouvert là, sur les brevets des vaccins. La France était contre la levée des brevets. Joe Biden s'est prononcé pour une suspension afin de permettre l'accès au plus grand nombre dans le monde entier. C'est aussi un enjeu commercial important. Quelle est votre position, vous ? Moi, la position de la France est claire. On veut absolument faire en sorte que le monde entier puisse accéder le plus rapidement possible au vaccin. Et c'est le président de la République lui-même qui était à la manœuvre, à l'initiative de notamment l'initiative COVAX pour réunir des pays dans le monde, pour faciliter l'accès au vaccin, pour mettre des moyens pour acheter des doses ou faire don de doses, pour permettre la production et la distribution des vaccins. Et je voudrais dire que la question juridique des brevets est finalement un élément assez mineur par rapport au reste de la problématique, qui est les moyens mobilisés pour permettre la production des vaccins et leur distribution partout, et notamment en Afrique, en Asie, dans un certain nombre de pays qui n'ont pas aujourd'hui d'industrie pharmaceutique, d'industrie du médicament qui permet de produire ce vaccin. Elle se pose quand même cette question, non ? Suspension. Oui, alors elle est au cœur des discussions de l'OMC. Non mais Franck Riester, d'un mot, c'est pas aussi clair que ça de la part du gouvernement, parce qu'il y a quelques semaines, vous n'étiez pas forcément sur cette position. J'ai vu des votes à l'Assemblée nationale. On dit depuis le départ qu'il y a dans les règles internationales, dans le droit international, la possibilité d'ores et déjà de faire des exceptions à la propriété intellectuelle pour permettre la diffusion très large de vaccins et la production très large de vaccins. Et donc, on peut créer spécifiquement quelque chose pour Covid-19, mais encore une fois, on a les moyens juridiques dans le droit international pour le faire d'ores et déjà. Le problème, c'est pas là. Le problème, c'est comment on produit. Regardez déjà la difficulté en Europe, par exemple, pour avoir suffisamment de doses. On a eu ce problème en début d'année. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Hier, on avait encore 600 000 doses qui ont été vaccinées en France. Donc, on voit que la capacité de produire augmente, et tant mieux, et ça va s'accélérer dans les mois qui viennent. Mais la vraie problématique, c'est bien cette problématique de production et ensuite de distribution. Parce que produire un vaccin, c'est quelque chose de très complexe. Et donc, c'est pour ça que la France était mobilisée et continue d'être mobilisée, elle sera encore plus demain, pour faire en sorte qu'on trouve les voies et moyens pour produire partout dans le monde et distribuer partout dans le monde. Y compris avec Sanofi, puisque bon, il y a eu du retard. Non, mais Sanofi, par exemple, est très impliqué dans une usine de vaccins en Afrique du Sud. J'ai moi-même, quand je me suis rendu en Afrique du Sud, visité cette usine. Et donc, on voit bien qu'il y a une volonté très forte de la France et des entreprises pharmaceutiques françaises d'aller vers une production, une diffusion massive de ce vaccin. Tant mieux si les États-Unis se joignent à cet effort collectif. Leur puissance et leur leadership aidera. Oui, Franck Riester, la crise du Covid a aussi relancé les questions de dépendance commerciale et d'échange. Il y a quelques semaines, à ce même micro, vous aviez dit, attention, face à la Chine, il faut arrêter d'être naïf. Il y a toujours une forme de concurrence déloyale. Comment comptez-vous limiter l'influence de la Chine aujourd'hui, en Europe notamment ? Effectivement, il faut bâtir la politique commerciale européenne du 21e siècle. Pour ça, il faut arrêter d'être naïf. Il faut être beaucoup plus à la manœuvre pour protéger nos entreprises. C'est tout ce que le président de la République insuffle au niveau européen et qui commence à porter ses fruits. Vous avez vu que cette semaine, la Commission européenne a présenté un projet d'instrument européen qui permettra à l'Europe d'empêcher un certain nombre d'entreprises chinoises de racheter des entreprises européennes ou de participer à des marchés publics européens s'ils sont subventionnés par les États, l'État chinois quand ce sont des entreprises chinoises ou d'autres États. C'est difficile de savoir d'ailleurs qui finance en Chine. Eh bien, nous aurons les moyens de pouvoir savoir ça et bloquer ces investissements. Comme nous travaillons aussi à la possibilité de réagir tout de suite à des pays qui appliqueraient des tarifs douaniers d'une façon forte contre l'Europe, alors même qu'aujourd'hui nous n'avons pas les moyens juridiques pour pouvoir réagir fortement. L'Europe doit affirmer sa souveraineté, l'Europe doit affirmer sa puissance. On a besoin d'échanges commerciaux, mais sûrement pas à n'importe quel prix, et en défendant mieux nos entreprises. C'est ce qu'on fait concrètement à l'initiative, pardon de le dire, mais du président de la République. C'est grâce au leadership
du président Macron qu'on arrive à faire bouger les lignes en C'est-à-dire Europe. que les autres Européens ne sont pas forcément sur la même longueur. Je peux vous assurer que là, le 20 mai, j'ai un conseil des ministres commerce en Europe. Oui. On va avoir des discussions parfois un peu rudes, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays qui ont encore une vision très libérale de la politique commerciale européenne, qui refusent de peut-être mieux se défendre. Vous visez qui, là? Quel pays? Mieux se défendre, un certain nombre de pays du Nord, d'Europe de l'Est. Parfois, on a des discussions comme celle-là avec l'Allemagne, et donc qui refusent peut-être de mettre plus de moyens et d'outils au service de la défense et de la protection de nos entreprises. Et puis, on a besoin aussi de faire en sorte que des préoccupations autres que commerciales et économiques soient partie prenante des politiques commerciales européennes. Je veux parler par exemple du développement durable. Pourquoi la France refuse en l'état de signer l'accord de libre-échange avec le Mercosur, les pays d'Amérique du Sud? Parce qu'on ne peut pas augmenter les échanges avec ce pays-là avec des conséquences sur la forêt, au moment où la forêt amazonienne brûle, et au détriment du climat et du réchauffement climatique, et au détriment du respect des normes sanitaires et phytosanitaires de produits, par exemple, agricoles, alors même qu'on demande beaucoup à nos agriculteurs et à nos producteurs quand on voit des poulets qui viennent effectivement d'ailleurs et qui ne respectent pas les règles européennes, y compris dans les cantines scolaires en France. La France n'est pas seule. Il y a les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche, un certain nombre d'autres pays qui suivent cette ligne. Mais la France ne transigera pas. Nous ne signerons pas le Mercosur en l'état. Oui, le protectionnisme, ce n'est plus un mot tabou alors en France et en Europe. C'est pas du protectionnisme. C'est de la protection. C'est une forme de protectionnisme. Non, c'est pas du protectionnisme. C'est d'utiliser des moyens déloyaux ou des moyens disproportionnés pour se replier sur soi-même. C'est tout l'inverse. Nous, on veut continuer de développer les échanges commerciaux. Moi, en tant que ministre du Commerce extérieur, je veux réduire le déficit de la balance commerciale de notre pays, qu'on exporte davantage. Et il y a des opportunités formidables à l'international. Oui, parce qu'il y a la peur de représailles. Et on met des moyens dans le plan de relance pour que nos entreprises aillent plus à l'international. Mais pour autant, on veut que cette concurrence soit loyale, qu'on donne à nos entreprises les moyens de se battre à armes égales avec leurs compétiteurs internationaux. Et pour ça, il faut qu'il y ait une politique commerciale beaucoup plus ferme, beaucoup moins naïve qu'elle ne l'a été dans le passé. Oui, Franck Riester, parce que évidemment, on est extrêmement quand même dépendant. Où en est-on, par exemple, de la crise des livraisons des semi-conducteurs là ça bloque notamment pour la production de voitures, au ralenti, et d'autres secteurs qui sont aussi touchés, qui ont énormément de retard aujourd'hui. La crise sanitaire a perturbé les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement, qui étaient réglées en flux tendu, et ça a déréglé ces chaînes d'approvisionnement. Et avec, on l'a vu, l'apparition de fragilité dans nos chaînes de valeur, le fait qu'on était dépendant d'un certain nombre de pays pour des produits tout particuliers, des produits de santé, les masques par exemple, mais aussi on le voit aujourd'hui pour un certain nombre de composants de l'industrie, et notamment des semi-conducteurs électroniques. Les puces, etc. Il est absolument nécessaire, et c'est ce que porte le gouvernement français en lien avec la Commission européenne. Vous avez entendu les propositions de Thierry Breton et le plan d'action de Thierry Breton, les commissaires en charge de l'économie européen, pour relocaliser un certain nombre de chaînes de valeur, pour investir pour qu'en Europe, nous puissions aussi avoir la production de semi-conducteurs, la production d'un certain nombre de composants, de médicaments, bref, qu'on ne soit plus dépendant de zones géographiques qui nous mettent en risque pour notre industrie ou en risque pour nos consommateurs. Oui, Franck Riester, est-ce qu'on a frôlé la guerre des pêcheurs entre Français et Britanniques hier au large de Jersey? Que peut faire le gouvernement? Parce que, évidemment, tout n'était pas prévu dans l'accord du Brexit, c'est assez compliqué. Si, c'était prévu. Il y avait des règles qui ont été prévues tant dans l'accord de retrait que dans l'accord de commerce et de coopération, c'est-à-dire l'accord futur de relations avec les Britanniques. Les Britanniques ne respectent pas l'accord. Et donc, on dit très clairement aux Britanniques, il faut qu'ils respectent l'accord. Il faut que ce qui était prévu en matière de pêche, comme d'ailleurs prévu pour tous les secteurs d'activité, soit respecté. Or là, il ne s'est pas respecté, puisque des licences ont été accordées en nombre bien insuffisant, avec des conditions qui n'ont été ni expliquées, et on n'a pas absolument consulté les autorités européennes pour définir au niveau britannique les conditions de ces licences de pêche. Donc c'est en contradiction avec ce qu'était l'accord à Londres. Vous lancez l'accord de coopération. Et donc, c'est pas une histoire d'avertissement, c'est dire il faut que l'accord soit respecté. On l'a dit très clairement à nos homologues. Moi, j'ai rencontré mon homologue britannique et je le dis très clairement. La commission qui est en charge de la négociation et en charge de faire respecter l'accord fait ce qu'il faut
pour faire respecter cet accord. Nous ne transigerons pas. Le droit est très clair, les conventions doivent être respectées dans le droit international. Eh bien, cet accord de coopération et de commerce avec les Britanniques, notamment sur la partie pêche, sera respecté. Il y a des nouveaux rendez-vous prévus les ou pas décisions qui ont été prises par les Britanniques, nous les considérons comme nulles et non avenues. Donc nous mettons beaucoup de fermeté. Nous mettons bien évidemment aussi un état d'esprit de désescalade. C'est pas la peine d'aller prendre des risques inutiles. Hier, c'était tendu. Hein. Oui, les pêcheurs, on peut comprendre leur colère, on peut comprendre leur incompréhension. Ils peuvent compter sur les autorités françaises et les autorités européennes pour les défendre et faire respecter le droit. Bon, vous êtes un ancien membre de LR, aujourd'hui président d'Agir. Vous avez vu ce qui s'est passé en région PACA, avec toute la tambouille, si je puis dire, autour de Renaud Muselier et les défections hier de Hubert Falco et avant-hier, et puis Christian Estrosi. Comment vous analysez, vous, cette situation, eux qui quittent aujourd'hui le navire LR ? C'est un épisode de plus du naufrage des Républicains. Ce grand parti de la droite républicaine qui se rabougrit, qui est incapable d'ouvrir ses bras pour rassembler des femmes et des hommes de bonne volonté au service de l'intérêt général. De quoi il s'agit aujourd'hui ? Il s'agit d'un président sortant LR qui, avec des élus locaux d'une grande compétence, qui ont fait leurs preuves, comme Hubert Falco, Martine Lassalle, Christian Estrosi, décident de tendre la main à toutes celles et ceux qui souhaitent porter un projet fort pour leur région, alors même qu'il y a une menace très puissante du Rassemblement national, de l'extrême droite, qui a été un adversaire et qui est un adversaire de la droite républicaine depuis des dizaines d'années. Oui. Et pourquoi le parti Les Républicains, depuis Paris, empêche ces élus-là en région de faire cet effort de rassemblement, pas d'accord partisan, il s'agit simplement de faire le rassemblement, c'est ça la politique. Moi j'étais, avant d'être au LR, Patrick Roger, j'étais au RPR, au Rassemblement pour la République. Oui. J'étais ensuite à l'UMP, à l'Union pour un mouvement populaire, rassembler, unir. C'était l'ADN de la droite républicaine. Aujourd'hui on a un parti qui est exclu. J'étais exclu en tant que constructif après 2017 parce que j'ai soutenu l'œuvre transformatrice du président de la République. Et aujourd'hui on voit des gens qui refusent que dans la région sud, le président sortant rassemble les bonnes volontés au service d'un projet fort. C'est difficile, on comprend, pour le parti de mener campagne contre la majorité ailleurs. Xavier Bertrand, c'est pas l'intérêt du parti qui compte, c'est l'intérêt de la région en l'occurrence. Et des électeurs, c'est l'intérêt aussi. Des électeurs, des habitants de cette région. Mais est-ce qu'on les écoute, les électeurs qui vont au Rassemblement national ? Je vous disais, pardon de revenir, je disais que j'étais au RPR. C'est le parti gaulliste. Le général de Gaulle a fait sienne cette volonté de dépasser les clivages partisans au service de l'intérêt général. Mettre d'abord son pays avant son parti. Pourquoi ce parti qui est aujourd'hui géré par quelques-uns, Christian Estrosi dit une faction, il n'a pas complètement tort, quelques-uns qui préemptent ce parti et qui lui fait prendre des décisions radicalement différente de ce qu'a toujours été l'ADN de notre famille politique, tant sur le rassemblement et l'unité que sur les relations avec le Rassemblement national. Franck Riester, est-ce que vous ne croyez pas que les électeurs devant ça vont aller davantage, notamment dans la région PACA, vers le RN ? Écoutez, en tout cas, c'est sûr. Parce que c'est ça qui est important. En tout cas, c'est sûr qu'une fois de plus, après l'épisode Coco et l'épisode d'exclusion des constructifs, c'est une image pitoyable de la République, de la politique que donnent les Républicains. Nous, dans la majorité présidentielle, on veut continuer d'être partie prenante de ces élections en région sud. On veut faire gagner celles et ceux qui portent un projet fort pour notre région sud, enfin là pour la région sud, de rassemblement, loin de la politique d'exclusion et de division du Rassemblement national. Et c'est comme ça que Sophie Cluzel va continuer de discuter avec Renaud Muselier, avec tous les élus de ce territoire qui veulent travailler ensemble. Attendez, il faut continuer de discuter, il faut continuer de se rassembler. C'est ce que veut faire Christian Estrosi, c'est ce que veut faire Donc ce n'est pas terminé, vous dites. Écoutez, d'abord, c'est une grande chance que Sophie Cluzel, qui est une ministre exceptionnelle, qui est une femme d'une humanité rare, qui a su porter des projets, qui a porté des propositions et des projets formidables pour faire en sorte que les personnes qui sont porteurs de handicap soient plus inclus dans la société, s'engagent dans cette région. Eh bien, je lui fais confiance pour mener les discussions avec toutes les bonnes volontés de cette région pour porter un projet fort et une équipe forte en région sud. Agir, dont je suis le président, cette droite constructive qui s'est construite sur les décombres de LR, veut participer avec les restes
partie de la majorité présidentielle c'est-à-dire à la construction de ce projet-là. C'est-à-dire, vous tendez la main, la porte est ouverte à Christian Estrosi, notamment Hubert Falco. Non, mais qu'il rejoigne Agir. Non, mais je sais pas. Non, écoutez, la porte de toutes celles et ceux qui se sentent de droite et qui ont envie de défendre leurs valeurs et leurs idées d'une droite européenne, libérale, humaniste, réformatrice, et qui ont envie de travailler quand c'est nécessaire, tant au niveau local qu'au niveau national, avec d'autres, si c'est l'intérêt général qui le veut, sont les bienvenus de notre parti, qui est un parti de droite et qui est fier de l'être. Et puis, surtout, moi je fais confiance, oui, à Christian Estrosi, oui, à Hubert Falco, il faut voir ce qu'ils ont fait, et à Nice et à Toulon, ils ont transformé leur région, ils ont transformé leur métropole pour prendre, avec Renaud Muselier et avec Sophie Cluzel, les meilleures décisions. Donc il y aura une liste avec Sophie Cluzel. Les meilleures décisions pour l'intérêt général de la région. Donc il y aura une liste avec Sophie Cluzel. C'est à eux de le définir en local et sûrement pas au président d'un parti au niveau national de prendre cette décision depuis Paris. Oui. Je ne vais pas faire comme les Républicains. Oui. Dernière question, Franck Riester avec Cécile de Ménibus. Cécile. Oui, je vais revenir sur le féminicide de Mérignac et je ne vais pas m'adresser au ministre, je vais m'adresser à l'homme en fait. Est-ce que 18 mois de prison avec 9 mois de sursis pour un homme qui a frappé, déjà tenté de tuer sa conjointe, c'est une condamnation qui est suffisante en fait? Vous savez que, en tant que membre du gouvernement, on ne peut pas commenter les décisions de justice. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut plus accepter dans la société que des hommes considèrent que leurs femmes, leurs ex-femmes, leurs futures éventuelles femmes sont leurs choses et qu'ils peuvent en faire ce qui bon leur semble et qu'ils peuvent leur ôter la vie ou qu'ils peuvent les maltraiter. C'est inacceptable. Mais est-ce que c'est dissuasif, franchement? C'est inacceptable et donc il faut être d'une fermeté totale. Il faut mettre tous les moyens qui sont en notre possession pour faire stopper ça. C'est vrai pour le gouvernement. Et croyez-moi que le gouvernement est mobilisé. C'est une cause, l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles prioritaire. C'est une cause prioritaire et une cause nationale pour la France, voulue par le gouvernement, par le président de la République. Marlène Schiappa a fait pendant des années beaucoup pour cette cause-là et continue de le faire. Mais c'est aussi une question de la société en entier. C'est toute la société qui doit se mobiliser. J'en profite pour remercier les forces de police et de gendarmerie qui répondent présents quand il y a des appels de ces femmes au 17. Oui, mais globalement, les choses sont... Non, mais attendez. Je tiens à saluer ces forces de police et de gendarmerie qui répondent présents. Il y a effectivement aujourd'hui une inspection. On verra ce qu'il est dit, mais vraiment... envoyons ce message de remerciement aux forces de police et de gendarmerie. On a besoin d'eux quand justement les femmes sont en danger. Merci Franck Riester, ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité et président d'Agir, d'avoir été invité ce matin. On a un petit peu débordé au micro de Sud Radio. Comme d'habitude, restez avec nous tout de suite. Oui, le journal de Merci beaucoup. À tout de suite.